Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du 19h. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité développée ce 16 octobre. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, demain à Djelfa pour une visite de travail. Plusieurs projets à caractère socio-économique seront inaugurés et inspectés. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger poursuit son périple à travers le pays pour rencontrer les représentants de la société civile, Nezih Bramdan, qui assure que leurs préoccupations seront prises en compte dans le projet de révision de la Constitution. 59e anniversaire demain des tristes massacres du 17 octobre 1961. Une manifestation pacifique dénonçant un couvre-feu discriminatoire à l'encontre des Algériens à Paris a été réprimée dans le sang en vue d'affaiblir la révolution algérienne. Évocation dans ce journal. À quelques jours de l'expiration du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, plusieurs associations de la diaspora sahraoui en France, soutenues par des ONG et des associations de solidarité avec le peuple sahraoui, ont organisé une manifestation à Paris. Bienvenue à tous. Le Premier ministre effectuera demain une visite de travail dans la wilaya de Djelfa où il procédera à l'inspection et à l'inauguration de nombreux projets à caractère socio-économique. Abdelaziz Djerad sera accompagné par une importante délégation ministérielle. Et nous avons notre journaliste sur place, Saïda Mayouf, pour nous donner plus de détails sur cette visite. Saïda, bonjour. Saïda, qui est à Djelfa. Saïda, bonjour. Nous reçoit-elle? Nous essaierons de la recontacter un peu plus tard dans notre édition. Le 17 octobre 61, 17 octobre 2020, 59 ans demain depuis les massacres commis par la police française à l'encontre des émigrés algériens sortis manifester pacifiquement à Paris. Un crime contre l'humanité que le peuple algérien n'est pas prêt d'oublier. Torture, autoritarisme, tuerie, brimade et jet de dépouilles d'Algériens à la Seine sont autant de pratiques criminelles menées par le colon français. Évocation de cette journée tristement historique avec Yezidait Mahidine. L'Algérie, dans son élan libérateur, a épousé la voie de la paix face à l'arsenal de guerre de la France coloniale. En effet, le 5 octobre 1961, Maurice Papon, le préfet de police de Paris, a communiqué des plus racistes, imposant un couvre-feu discriminatoire visant seuls les Algériens. Le 17 octobre 1961, à l'appel de la Fédération de France du FLN, plus de 40 000 Algériens, parmi eux femmes et enfants, ont participé à une marche pacifique dénonçant le caractère raciste du communiqué. Une marche réprimée dans le sang par les autorités françaises qui ont opté pour les internements ont s'opéré une rafle des plus terribles depuis Veldiv en 1942. Le rapatriement en Algérie, la torture et les noyades dans la Seine. Plus de 11 000 Algériens ont été arrêtés et le bilan des morts a atteint 300 victimes. L'administration coloniale que représentait le général de Gaulle, le Premier ministre Michel Debré, le ministre de l'Intérieur Roger Frey et le préfet de police de Paris Maurice Papon ont affiché une volonté organisée à masquer les faits. Une véritable occultation favorisée par le profil bas de la presse et de la classe politique française. Le
but inavoué de ce massacre qui s'ajoute aux crimes coloniaux est de cibler le FLN qui a réussi son combat libérateur et qui est venu de gagner une autre bataille politique et recouvrir la souveraineté sur le Sahara à l'issue des accords d'Évian. L'immigration algérienne, ce terreau du nationalisme, a porté la guerre au cœur de la capitale française. Le 17 octobre a été cette date charnière dans l'histoire de la révolution algérienne. Nous avons pu rétablir le lien avec notre journaliste Saïda Mayouf. Saïda, bonsoir. Vous êtes à Djelfa où le Premier ministre Abdelaziz Djerad doit se rendre demain pour une visite de travail. Avez-vous plus de détails à nous fournir sur cette visite ? Oui, effectivement, donc demain est attendue la visite du Premier ministre Abdelaziz Djerad ici dans la wilaya de Djelfa, cette wilaya stépique agro-pastorale par excellence, une wilaya dans laquelle subsiste, faut-il le souligner, beaucoup de zones d'ombre et de régions enclavées. Et justement, il est prévu que dans la visite du Premier ministre demain, il sera consacré un bon nombre de temps à la visite de ces régions-là et à l'écoute des principales préoccupations des citoyens. Également, beaucoup de projets sont inscrits à l'ordre du jour de cette visite, des projets socio-économiques dont je citerai notamment la pose de la première pierre pour la réalisation d'un hôpital oncologique, donc anti-cancer, ou encore la visite d'un hôpital de 60 lits, ou encore par ailleurs l'inauguration carrément d'un marché de gros de fruits et des légumes de proximité. Donc beaucoup de projets qui s'inscrivent dans le cadre du développement local et qui visent l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et justement en parlant des citoyens, je tiens à vous signaler qu'on en a rencontré quelques-uns tout à l'heure. Et ils espèrent beaucoup de cette visite, notamment en matière de prise en charge effective de leurs préoccupations et de leurs attentes. C'est tout simplement des citoyens qui espèrent beaucoup d'une Algérie nouvelle au lendemain meilleur. Voilà ce qu'il y avait à dire pour la préparation de la visite demain du Premier ministre. Merci Saïda Mayouf. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Djelfa. Dans le reste de l'actualité nationale, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger était à Ain Timouchent hier. Nezih Bremdan a rencontré des représentants de la société civile et du mouvement associatif. Ces derniers lui ont soumis leurs préoccupations, des difficultés prises en charge dans la révision de la Constitution, a affirmé le conseiller Abdelmajid Benrassi. Le président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a tenu à rappeler l'importance pour la société civile d'avoir le sens de la responsabilité pour pouvoir jouer le rôle que leur confère la nouvelle constitution. La société civile est associée dans la lutte contre la corruption. Elle fera partie des différents hauts conseils et institutions, notamment le Haut Conseil de la jeunesse et le Conseil national économique et social, et dans le futur Observatoire national de la société civile auprès du président de la République, qui sera créé bientôt. Ce sont là des preuves réglementaires tangibles qui figurent dans le plus important texte juridique de la nation, qui, s'il est adopté par le peuple algérien le 1er novembre prochain, sera la source de tous les changements et de toutes les réformes de loi pour impliquer la société civile. La rencontre a été d'autre part l'occasion aux associations de faire des propositions. Je propose en premier la refonte de la loi relative aux personnes aux besoins spécifiques, la prise en charge de l'accessibilité et la mise en place d'une stratégie qui va permettre l'accès au logement des personnes à mobilité réduite. Avant, les représentants des associations étaient désignés. Aujourd'hui, nous voulons que ces représentants soient élus par la base. Nezih Bremdan a tenu à rappeler le principe de la démocratie participative dans la prise de décision en vue de pouvoir relever les défis nationaux et internationaux. Dans un communiqué, l'autorité nationale indépendante des élections
Constitution a annoncé qu'en application des dispositions prises par le président de l'ANI hier fixant les conditions et les critères d'accréditation des observateurs au niveau des bureaux de vote et conformément aux articles 7 et 8 de la loi organique de 2019 relative à l'ANI, aux dispositions de la loi organique 2016 relative au régime électoral modifié et complété, tout observateur bénévole peut obtenir une accréditation de la part de la délégation de Wilaya relevant de l'ANI pour assister aux opérations de vote et au tri des bulletins. Les observateurs bénévoles sont invités à soumettre une demande d'accréditation auprès de la délégation de l'ANI spécialisée territorialement dans un délai de 10 jours avant la date du référendum fixée au 1er novembre prochain. Par ailleurs, conformément au protocole sanitaire dans le cadre de la prévention du coronavirus, seulement 3 observateurs sont autorisés par bureau de vote fixe et 2 par bureau de vote itinérant. Et afin de garantir le bon déroulement de l'opération électorale, les observateurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et organisationnelles en vigueur, en faisant preuve d'indépendance, de neutralité et d'intégrité, se conformer aux décisions du président du bureau de vote, respecter l'espace réservé aux observateurs à l'intérieur du bureau de vote, respecter le port de la carte d'aptitude, ne pas interférer dans les opérations de vote et ne pas perturber l'opération électorale. Révision constitutionnelle, on en parle. Le 10e jour de la campagne référendaire, la campagne de sensibilisation et d'explication du projet de l'amendement constitutionnel menée par les chefs de partis politiques, les acteurs de la société civile et les responsables d'organisations patronales et syndicales se poursuit. Retour sur la journée d'hier avec Amel Bouarba. La campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution a entamé hier au 9e jour sa vitesse de croisière. Plusieurs meetings populaires ont été organisés aux 4 coins du pays. L'Alliance nationale de la jeunesse algérienne à Rdaya a organisé une rencontre avec les acteurs de la société civile pour sensibiliser sur les amendements de la Constitution. Des professeurs en droit constitutionnel ont expliqué les textes contenus dans la nouvelle Constitution et les nouveautés. Un aspect sur lequel a également insisté le ministre du Commerce Kamel Rezig lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile à Béchar. Il a mis en avant la lutte contre la corruption à travers les mécanismes de contrôle de l'argent public et la rationalisation des dépenses publiques mises en œuvre dans la future Constitution. Exprimant le soutien total de son parti au projet d'amendement de la Constitution, le président du mouvement Al-Islah, Bilali Rouini, a qualifié lors d'une rencontre à Alger ce texte de pas important pour l'édification de l'Algérie nouvelle, consacrant un état de droit. La consécration du principe d'égalité des droits fondamentaux et des libertés dans le projet d'amendement de la Constitution a été également longuement abordée lors d'une rencontre au Palais des Expositions organisée par El Massal Al-Jadid, qui regroupe des acteurs de la société civile. Une constitution qui préserve l'unité nationale, c'est ce qu'a souligné Adidjel, l'Alliance de la société civile, qui compte plus de 50 associations. À cette occasion, les intervenants ont expliqué les amendements de la Constitution, appelant à un vote massif le 1er novembre. De son côté, le commissariat local des scouts musulmans algériens a lancé une opération d'information et de sensibilisation de la population et de ses adhérents à travers la wilaya de Béchar sur l'importance du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution. D'autre part, la Fédération de la société civile de Djelfa a organisé une rencontre d'information sur la Constitution, exhortant à cette occasion les Algériens à voter massivement en vue d'une Algérie nouvelle. Même son de cloche à Tiaret, où le secrétaire général par intérim du Forum algérien des droits de l'homme et de l'environnement a animé un meeting où il a mis en exergue l'importance de la Constitution qui accorde un intérêt particulier à la question de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs, l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et de la transmission du message des martyrs a organisé une rencontre à Tipaza. Le président de l'organisation, Abdelkrim Khadri, a appelé le peuple et notamment les jeunes à se rendre aux urnes pour perpétuer le message de la révolution de novembre. Relevant l'importance de participer en force au rendez-vous électoral du 1er novembre, le secrétaire général de l'Association nationale de la promotion de la citoyenneté et des droits de l'homme a souligné depuis Constantine que la future constitution est une étape primordiale afin de concrétiser les aspirations du peuple et garantir les droits individuels et collectifs. Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, s'est rendu à Msila où il a effectué une visite d'inspection pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets qui sont en cours de réalisation. Il a été notamment question du projet de dédoublement de la RN60 entre le chef-lieu de Wilaya et Hamdallah, un projet qui a connu un arrêt de plusieurs mois. Ghazia Bayou.
La visite de travail et d'inspection qui a conduit le ministre des Travaux publics Falour Chiali Amsila a été l'occasion de s'enquérir de l'avancement des travaux de réalisation du dédoublement de la R160 entre le chef-lieu de la wilaya et Hammam Del'a. D'autres projets pour le développement du réseau routier dans les zones d'ombre sont également en cours de réalisation. Au niveau de la wilaya de Msila, 25 projets routiers qui ont pour objectif le désenclavement des zones d'ombre ont été dans leur majorité finalisés et actuellement, nous avons donné le coup d'envoi pour le lancement de nouveaux projets. Dans la commune de El Hadjel, le coup d'envoi d'un essai expérimental de la voie ferroviaire qui relie Msila à Boursoul a été donné. Cet acquis aura un impact positif sur toute la région et sur les échanges entre l'Est et l'Ouest algérien. Dans la commune de Sidi Ibrahim, le ministre s'est enquis de l'avancement des travaux d'extension de la piste d'aéroport qui s'étend sur une longueur de 3000 mètres. Il a été question du dédoublement de la RN60 entre le chef-lieu de wilaya de Msila et de Hammam Del'a pour rectifier. Un projet autoroutier structurant qui traverse 3 wilayas de l'Est du pays est à l'arrêt depuis quelques mois. Les raisons sont diverses, mais les autorités de la wilaya de Jijel, qui est concernée par un tronçon de 45 km, envisagent de relancer le projet. Une pénétrante qui va du port de Djenjen jusqu'à Al-Ulma dans la wilaya de Sétif. Reportage de Wassila Bouchareb, commentaire de Abdelmajid Benrassi. À l'arrêt depuis des mois pour des raisons diverses, la pénétrante Jijel, port de Djenjen Al-Alma, longue de 110 km et traverse 3 wilayas, Jijel, Sétif et Mila. Aujourd'hui, seulement 40% des travaux sont achevés pour ce projet structurant qui a été lancé il y a de cela près de 7 ans, dans une opération confiée à un groupement d'entreprises algéro-italien. La wilaya de Jijel est concernée par un tronçon de 45 km. Au début du projet, il y avait le problème de l'expropriation et de la libération du couloir routier. Ensuite, il y a eu le transfert de tous les réseaux, l'électricité, les cours d'eau et les eaux usées. Cela en plus des reliefs très difficiles. Le taux d'avancement des travaux dans la wilaya de Jijel a atteint 45% pour une enveloppe de 180 milliards de dinars. Et vu l'importance du projet, les autorités locales comptent relancer de nouveau le chantier. Il faut que les gens comprennent que c'est là un projet structurant. Et pour ces raisons, nous devons le terminer. Il n'est pas question que les pouvoirs publics qui ont lancé ce projet l'abandonnent aujourd'hui. Les créances des entreprises de réalisation et le coronavirus sont les autres raisons de l'arrêt du chantier. La base de vie des travailleurs étrangers est aujourd'hui déserte. Il a été d'ailleurs proposé des liaisons aériennes pour les ouvriers italiens. La wilaya de Jijel compte 7 zones d'activité industrielle et quelques 180 projets d'investissement dans divers secteurs. Ces investissements risquent d'être inefficaces si nous n'arrivons pas à lever l'isolement que connaît la wilaya. La reprise des travaux de ce tronçon autoroutier est salutaire pour la wilaya dans un projet d'envergure qui est un véritable levier pour l'activité économique de toute la région. Le Moudjahid Hanachi Mayouf, dit Abdallah, membre fondateur de l'Union générale des travailleurs algériens, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Né en 1925 à Ngaous, le défunt ancien docker au port d'Alger était connu pour son engagement dans le combat syndicaliste et national. Il a été emprisonné pendant 4 ans et a partagé la même cellule avec le martyr Issa Tidir. Le défunt a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Madania à Alger. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'incidence du cancer du sein progresse régulièrement dans notre pays. Actuellement, on enregistre plus de 14 000 nouveaux cas chaque année. Ce type de cancer est de loin le premier chez la femme. Mais lorsque le cancer est dépisté à un stade précoce, le malade a toutes ses chances de guérir. Et ce mois d'octobre rose est justement l'occasion pour que toutes les femmes en prennent conscience. Marim Damis. Le cancer du sein touche de plus en plus de femmes en Algérie. Chaque année, ce sont des milliers de cas qui sont enregistrés. Pourtant, il est possible de faire reculer le nombre de personnes atteintes pour peu qu'elles s'y prennent à l'avance à travers le dépistage précoce.
On ne peut pas éviter la survenue d'un cancer du sein, contrairement par exemple à d'autres pathologies cancéreuses comme par exemple le côlon ou le col, mais quand même ça reste un cancer qu'on peut détecter précocement. Au fait, on demande aux femmes de se faire dépister pour avoir un diagnostic précoce. La mammographie, de faire une mammographie par exemple, la mammographie reste comme une caméra de surveillance. S'il y a un changement quelconque, tout de suite il est détecté. Un dépistage recommandé à partir de 40 ans ou lorsque le sujet est prédisposé. Le cancer du sein étant une maladie multifactorielle, cela signifie que son apparition renvoie à divers facteurs génétiques et environnementaux. Voilà, alors les facteurs de risque les plus courants, c'est bien sûr l'âge. À chaque fois qu'on avance dans l'âge, on a tendance d'avoir le cancer du sein. Et puis il y a par exemple tout ce qui est la sédentarité, l'obésité, la malbouffe, quand l'alimentation n'est pas saine. Et vous savez, nous les femmes, on travaille généralement, la plupart des femmes, elles travaillent et tout, elles n'ont pas, si vous voulez, le temps de préparer, de bien manger et tout. C'est juste à dire que le fast-food, et puis ça impacte vraiment notre santé. On a aussi tout ce qui est prise d'hormones, par exemple pour corriger une stérilité, pour tout ce qui est de traitement substitutif et tout à la ménopause. En fait, tout ça, surtout quand c'est pris, il y a sans consulter son médecin. La vigilance devrait ainsi doubler lorsque ces facteurs sont présents, sachant que le but du dépistage n'est pas d'éviter la maladie, mais bien d'augmenter les chances de guérison grâce à un traitement précoce. Les cas de contamination au Covid-19 repartent à la hausse. 221 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 126 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 221 nouveaux cas, 198 nouvelles hospitalisations, 126 patients guéris, 36 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 221 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. Sachant également que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 5 nouveaux décès. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 198 patients qui sont rentrés au niveau de nos hôpitaux. Pour ce qui est des patients guéris, nous avons à ce jour 37 856 patients guéris, dont 126 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 36 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, durant cette période critique où nous assistons à une légère augmentation du nombre de cas, nous demandons à toute notre population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Plusieurs associations de la diaspora sahraoui en France, soutenues par des ONG et des associations de solidarité avec le peuple sahraoui, ont organisé une manifestation en face du siège du ministère des Affaires étrangères français afin d'appeler la France à respecter le droit à l'autodétermination, alors que le statut de la MINURSO sera au calendrier de l'ONU dans les prochaines semaines. De Paris, Rafef Belhouchet. Qu'ils soient réfugiés ou militants des droits de l'homme, c'est au pied du quai d'Orsay qu'ils se sont donné rendez-vous pour lancer un appel à la diplomatie française. Celui d'être digne de la République dans le sens noble de ses valeurs, en arrêtant d'être un soutien à la colonisation des terres sahraouis, jouant de son poids au sein du Conseil de sécurité, alors que l'ONU s'apprête à statuer de nouveau sur le mandat de la MINURSO. Il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, les Nations Unies se sont soustraits à leurs engagements, n'assument plus leurs responsabilités comme il se doit, et on le voit à travers la MINURSO, qui est la MINURSO, comme son nom l'indique, est là pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination Sahara-Occidentale, mais malheureusement, on le voit encore une fois, elle est en train de se transformer en un instrument pour perpétuer un fait accompli inacceptable et inadmissible pour le peuple sahraoui comme pour la communauté internationale. Mais c'est aussi l'omerta médiatique sur les violations quotidiennes des droits d'un peuple qui milite pacifiquement depuis tant d'années qui révolte ce représentant du MRAP. Quand on voit un film qui est passé à France 2 sur Vue du Maroc et où on montrait la carte du Maroc avec le Sahara occidental inclus, donc c'est scandaleux, même la télé française devrait au moins censurer, dire mais les résolutions de l'ONU qui disent que le Sahara occidental est distinct du Maroc. Voilà la réalité de la situation française.
Mais au-delà de la grande histoire, la colonisation engendre des drames humains au quotidien. Fatou est réfugiée politique, mais elle est surtout la fille du plus ancien prisonnier politique sahraoui condamné à 15 ans de prison, Yahya Mohamed El-Hafidhi Azza. والآن خمس أيام والدي ممنوع من الاتصال من عائلته ولا نعرف إن كان حيا أو ميتا من طرف السجن إدارة السجنية للسجن المحلي ببوزكارن. Claude L est française, femme de Nahma Asfari, un autre prisonnier politique dont elle est privée de visite. Une seule autorisée par les autorités marocaines en 4 ans, malgré une grève de la faim et la multitude de lettres déposées au Quai d'Orsay qui se cachent derrière la souveraineté du Maroc. C'est vrai que ce mot souverain, je le supporte de moins en moins parce que notre président est capable d'aller au Liban, est capable d'aller au Mali et donc de braver la souveraineté de ces pays. Et pourquoi il ne peut pas le faire au Maroc? Est-ce que les intérêts au Maroc sont supérieurs aux droits de l'homme et aux droits de visite d'une femme à son époux en prison depuis 10 ans? Le choix de cette date de rassemblement n'est pas un hasard. Elle intervient pendant la semaine de la célébration de la journée nationale de l'unité sahraoui, alliée indéfectible dans la lutte pour l'autodétermination. Retour au pays. Si je vous disais Bab El Oued, Bab Azoun, la Grande Poste, encore la rue Maurice-Audin, vous pensez forcément au quartier mythique de la capitale. Des quartiers chargés d'histoire et de souvenirs. Semira Hajamar nous offre ce soir une balade dans les rues d'Alger. De Bab El Oued à Bab Azoun, de Maurice-Audin, en passant d'abord par la mythique Grande Poste, et puis la rue Aban Ramdan, Alger s'illumine et s'affiche avec son architecture atypique, ses façades et ses vieilles enseignes qui renseignent sur l'histoire et les cultures de cette cité tellement convoitée. D'une époque à l'autre, dans le vieux quartier de la Casbah, tellement de souvenirs avec Snirt Laraïs. Elle s'en souvient encore du bonheur de ces jeunes filles se parant pour le plus beau jour de leur vie. Il y en avait plein, c'était plein, un derrière l'autre. On choisissait ici, on trouvait mieux là-bas. On revenait, vous voyez, on choisissait pour les couillottes, pour le tailleur, pour la robe et tout ça. Donc on faisait tous les magasins. Et chaque magasin était mieux que l'autre. Et c'est comme ça, toute la journée, on passait la journée à choisir 15 نقط العايس, 15 نقط سيارين. 15 نقط سيارين. Pour choisir les bijoux aussi. Et il y avait toujours la belle-mère avec vous et la maman pour choisir. Les vieilles manufactures, les ateliers de couture, les échoppes d'un autre temps et puis les vieux cinémas comme le Roxy. L'Ex-Plaza, devenu depuis le Tamgoud en bas de la carrière à Bab El Oued. Toujours complet, tous les jours complet. Cinéma, c'est ça, c'est le deuxième sonata. Les gens voulaient le cinéma. Jusqu'à ce moment, même en ce moment, même les cinémas là, au Drelko, ندبيهم cinéma تنحدوا, ندبيهم. C'est sur ces images que nous nous quittons. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez nous retrouver sur les adresses qui vont s'afficher en bas de votre écran. Très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.